Donc rebonjour ou bonjour avec Amina. On est tous les deux enseignants et chercheurs à Scientia Business School. Et donc on va avoir le plaisir de vous présenter notre étude qui s'intitule donc Ethnicité et origine sociale dans le parcours de dirigeants issus de l'immigration extra-européenne selon une analyse ou une approche intersectionnelle. Quelques éléments de contexte pour présenter et introduire cette étude. Depuis une bonne vingtaine d'années, il est attendu des organisations en France qu'elles fassent preuve de diversité dans leur composition, y compris au sein des équipes de direction. Pourtant, les équipes de direction des organisations, elles sont encore loin de donner l'exemple en matière de diversité, parce que du point de vue de leur composition, elles sont très peu diverses, et notamment du point de vue des origines ethniques et des origines sociales. C'est ce qui illustre notamment cette nouvelle étude réalisée par Mosaic RH et le cabinet Me and You Too très récemment, qui fait apparaître que seulement 3,2% des membres des comités exécutifs des entreprises du SBF 120, donc les 120 entreprises qui ont la cotation la plus importante en France, sont issues de la diversité ethno-culturelle. Une autre étude, celle de McKinsey et du Club du XXIe siècle, confirme ce résultat et confirme que les personnes de couleur blanche et avec une origine sociale favorisée sont très majoritaires au sein des équipes de direction. Ce chiffre de 3,2%, il peut étonner lorsque l'on sait que les descendants d'immigrés représentent 11% de la population française, c'est un chiffre INSEE, et que parmi ces 11% de la population française, les 2/3 sont d'origine extra-européenne. Par ailleurs, on sait que l'origine étrangère pour les descendants d'immigrés, elle va fréquemment de pair avec une origine sociale modeste, un lieu d'habitation en secteur social, très souvent situé en QPV, quartier prioritaire politique de la ville. Or, l'on sait depuis longtemps, désormais, depuis Durkheim et puis rappelé abondamment par Bourdieu, que le milieu social durant l'enfance, pendant toute la période de socialisation primaire, détermine largement la trajectoire de vie ensuite. D'où, du coup, cette question pour notre étude, c'est comment des descendants d'immigrés d'origine extra-européenne parviennent-ils à échapper au destin auquel les assignait leur origine ethnique et leur origine sociale pour finalement accéder à un poste de dirigeant. Alors quelques éléments théoriques sur lesquels on s'appuie pour cette étude, et tout d'abord le concept d'ethnicité. Quand il est question d'origine étrangère en France, en particulier, on parle peu de race en tant que construit social, mais plutôt d'ethnicité, telle que définie notamment par Michaud, c'est-à-dire la conscience d'appartenir à un groupe ethnique dont les membres possèdent à leurs propres yeux, mais aussi aux yeux des autres, une identité distincte. On s'appuie aussi sur la question de l'origine sociale et la définition de l'origine sociale, traditionnellement déterminée, l'origine sociale d'un individu par la profession de ses parents et dans une moindre mesure par leur revenu, leur niveau de formation initiale, et tout ce qu'emporte finalement en termes d'éducation ces éléments plutôt matériels. Bourdieu nous a indiqué que l'origine sociale d'un individu, elle façonne des prédispositions à penser et à agir qui sont appelées habitus. Et les individus qui sont dotés de prédispositions à penser et à agir qui sont similaires sont réunis au sein d'une même classe sociale, ce qui permet effectivement de parler d'habitus de classe. Bourdieu a également mis en évidence que cet habitus de classe, ces prédispositions à penser et à agir d'une certaine façon, elles sont très ancrées et elles ont un caractère durable. Elles manifestent leurs effets tout au long de la vie d'un individu, et elles expliquent du coup en grande partie seulement, le phénomène de déterminisme social. Et puis enfin, troisième et dernier élément sur lequel on s'appuie, c'est cette notion d'intersectionnalité mise en lumière par Kimberlé Crenshaw, et qui décrit le croisement de plusieurs caractéristiques personnelles qui sont susceptibles de produire de la discrimination et de renforcer effectivement le phénomène de discrimination. Ainsi, une personne appartenant à une minorité ethnique et issue d'un milieu modeste pourra effectivement être à la fois victime de racisme et de mépris social. Alors cette configuration, ce croisement entre l'ethnicité et l'origine sociale, elle a été assez peu étudiée, et en l'occurrence, elle n'a jamais été étudiée, à notre modeste connaissance,
dans l'itinéraire de dirigeants. Ce qui nous a amené du coup à conduire cette étude et à adopter effectivement une approche méthodologique, l'approche méthodologique suivante. On s'est basé on a mené une démarche qualitative, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de mesurer, mais plutôt effectivement d'interpréter des propos. Et donc pour cela, on a recueilli le récit, la trajectoire personnelle de 12 dirigeants, 6 hommes et 6 femmes en 2024. En grande majorité originaires du Maghreb et âgés entre 40 et 65 ans. On les a interrogés parce qu'ils sont dirigeants et on a effectivement considéré comme dirigeant ce qui apparaît là, c'est-à-dire une personne qui appartient à une équipe de direction et qui occupe effectivement au sein de cette équipe de direction une fonction particulière, qu'il s'agisse d'une fonction de direction générale, d'une fonction opérationnelle, direction commerciale, direction marketing, ou d'une fonction support, direction des ressources humaines, communication juridique, etc. etc. Qu'est-ce qu'on en a fait avec le matériau recueilli lors de ces entretiens? On a intégralement retranscrit les propos de ces personnes et puis on les a analysés par codage. Donc, codage, c'est faire effectivement émerger des catégories, des thématiques, des nœuds. On a mis en œuvre un codage émergent, spontané. On n'est pas parti effectivement de thèmes qui auraient pu nous être inspirés par la littérature, mais on s'est laissé plutôt porter par le récit de ces personnes. Et c'est ce codage qui a abouti au résultat suivant que va vous présenter désormais Amina. Merci Loïc. Donc en effet, l'analyse des résultats des entretiens a permis de dégager principalement donc, des caractéristiques communes à ces dirigeants, que ce soit dans leur parcours scolaire puis ensuite professionnel. Donc, au niveau du diplôme, tous les dirigeants avaient un diplôme niveau bac plus 5, comme tous les autres dirigeants d'ailleurs. Pour atteindre ce niveau, en tout cas presque tous les dirigeants ont évoqué un petit peu ce qu'on peut appeler bifurcation biographique, donc une sorte de réorientation, de découverte qui est faite grâce à une fée, comme l'appelle Alter. Donc une fée, c'est une personne qui peut être un enseignant, un ami ou même une personnalité lors, par exemple, d'une conférence qu'on peut rencontrer ou d'un événement qui va faire remarquer à quelqu'un que voilà, une personne noire peut tout à fait représenter une grande entreprise. Et donc, pourquoi pas moi, par exemple voilà, cette fée joue un rôle très important dans la vision qu'a la personne d'elle-même et de ce qu'elle peut accomplir. Donc là, vous avez un témoignage que je vous laisse lire tranquillement. Donc, un deuxième niveau de résultat porte sur ce qu'on appelait des dynamiques intersectionnelles. Et ici, le premier point qu'on a remarqué, c'est que finalement, ce qui prime souvent, c'est l'origine sociale. Donc l'ethnicité joue un rôle, mais principalement, c'est l'origine sociale qui va avoir beaucoup plus d'influence sur ces dirigeants. Donc, en amont, avant d'être dirigeant, avant de choisir sa carrière, forcément, on est élève. Et malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup de préjugés ethnoculturels qui apparaissent surtout lors de l'orientation scolaire. Et ici, les témoignages ont mis en avant que, et on le sait tous, je pense, quand on est au lycée, au collège, voilà, on voit que la tendance d'orientation va être vers des filières courtes, professionnalisantes pour les élèves dont les parents sont issus d'immigration et qui appartiennent à certaines classes sociales. Alors que parfois leurs résultats ne sont pas du tout mauvais ou ils ne sont pas en difficulté scolaire, mais les enseignants vont les orienter vers ce type d'études courts et qui du coup ne va pas forcément les pousser vers un bac plus 5. Et pareil, c'est à ce moment-là aussi qu'on peut rencontrer cette fameuse fée qui peut être un enseignant qui croit en cet élève, qui va lui dire non, tu peux faire vraiment beaucoup d'études, tu peux aller beaucoup plus loin, faire des choses, ou un éducateur qui parfois pour certains peut être même le futur conjoint de la personne.
Donc, ce travail, du coup, nous a permis de contribuer à 2 niveaux, donc théoriquement et managérialement. Donc, théoriquement, on a essayé de développer un petit peu un modèle pour expliquer tout ça, qui met en avant donc les 2 aspects, ethnicité et origine sociale, et leur impact sur tout le parcours d'une personne jusqu'à son obtention du poste de dirigeant. Sachant que, Loïc l'a dit, mais je le rappelle rapidement, que l'originalité de notre travail est justement de combiner ces 2 éléments pour étudier le parcours des dirigeants. Parce que bien évidemment, il y a d'autres études qui se sont intéressées aux dirigeants, à la diversité, etc., mais qui ont soit mobilisé l'ethnicité ou l'origine sociale, mais pas les deux. Donc ici, l'ethnicité va jouer surtout un rôle sur l'orientation scolaire, où, comme je vous disais, là, on va pousser les élèves à avoir des études courtes, et puis voilà, au bout de 2 ans, ils vont trouver rapidement un travail. Et puis là, ça me fait penser à ce que disait Aurore aussi ce matin par rapport à certains secteurs même, où on va orienter les élèves selon justement leurs origines. Alors que l'origine sociale, elle va jouer sur ce qu'on appelle les capitaux. Donc que ce soit les capitaux sociaux, donc qui je connais, qui sont mes exemples, mes voisins, mes cousins, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont pareil dans des secteurs tertiaires? Est-ce qu'ils sont dans le bâtiment? Est-ce qu'ils sont plutôt dirigeants, directeurs, entrepreneurs? Voilà, ça forcément, ça a une influence sur l'éducation. Aussi, par capitaux, on entend aussi les capitaux économiques, culturels. Donc, en tant qu'enfant, voilà, qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce que je vais faire? Et tout ça, qu'on le veuille ou pas, de manière directe, indirecte, consciente, inconsciente, va avoir un impact sur les choix futurs. Et donc, en plus de ça, il y a l'apparition de cette fée qui va influencer l'orientation scolaire. Et à partir du moment où la personne choisit de pousser les études, donc là, elle a déjà plus de chances au niveau des compétences d'être recrutée en tant que dirigeant. Donc, sur le plan managérial, ce qu'on peut déduire, c'est que les entreprises, du coup, sachant que les classes sociales et l'origine sociale jouent un rôle dans l'orientation et le choix de carrière, donc pourquoi pas revoir les critères de choix quant au recrutement, pour être un petit peu plus souple, même si bien évidemment les compétences, le diplôme joue son rôle, mais aussi voilà, le fait de savoir qu'il y a d'autres compétences sociales qu'on peut avoir pourrait influencer le recrutement. Donc il serait intéressant du coup d'exploiter vraiment les qualités de certaines personnes qui sont capables de s'adapter rapidement, d'avoir des parcours atypiques et qui aideront justement à leur rôle, à leur tour, de changer les choses et de jouer peut-être des rôles modèles ou des exemples pour d'autres personnes, que ce soit au niveau des élèves pour l'orientation ou des recruteurs. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci Abina et Loïc pour votre présentation. C'est un très beau projet de recherche. Moi, ma question, c'est sur l'aspect méthodologique. Est-ce que voilà, vous comptez approfondir cette recherche-là que je trouve très intéressante avec de futurs entretiens? Parce que pour l'instant, j'ai cru comprendre que vous avez fait que 12 entretiens. Alors que 12, c'est déjà bien. Donc voilà, est-ce que vous comptez réaliser, compléter en fait ces entretiens-là pour consolider finalement vos résultats? Merci Abel. Effectivement, 12, c'est peu et c'est déjà beaucoup. On est dans une approche quali qui,
voilà, même si il ne s'agit pas de mesurer, il ne s'agit pas d'avoir un échantillon statistiquement représentatif, hein, le fameux effet de saturation qui est attendu en quali, on a pu commencer à le repérer là, mais simplement commencer à le repérer, donc il faudrait assurément aller plus loin. La présentation aujourd'hui, et puis on doit le dire, c'est une présentation qu'on va faire également dans un autre colloque prochainement, va effectivement nous conforter possiblement dans le fait de recueillir davantage de témoignages pour venir soit conforter ces résultats, soit éventuellement les mettre en question ou assurément les enrichir. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui on a pris la décision de le faire, c'est parce que c'est une étude parmi d'autres. Mais en tous les cas, elle a du potentiel. Ok. Ça serait bien aussi de peut-être voir des entretiens avec justement les faits, hein, dont vous décrivez, peut-être des personnes qui, voilà, dans leur parcours, ont eu à impacter l'orientation à des professionnels de ce type de public-là. Ce serait bien de recueillir aussi leurs avis pour croiser finalement les avis de ces faits-là en question avec ceux des personnes que vous avez déjà interviewées. Si tant est que vous commencez par arriver à l'effet de saturation au niveau de ce public-là, je trouve que ce serait pas mal. Voilà. Merci en tout cas. Très bonne idée, merci. Moi, j'ai une... Pardon, bonjour et merci pour cette étude. Moi, je complétais la question, mais pas par des entretiens des faits, mais plutôt des dirigeants. Parce qu'on parle de parcours d'excellence, on parle de réussite, etc. Mais c'est comment, en fait, qu'est-ce qui est vu comme réussite depuis l'angle de vue de ces dirigeants? C'est ça que je trouve intéressant d'explorer, notamment dans la représentation qui se font de ces parcours qu'ils ont promus ou qu'ils ont amenés à ces postes de direction-là. Et qui pourrait, je réponds sur ce point, en tous les cas tel que je le comprends, qui pourrait être, parce que nous on l'a entendu, finalement accéder pour ces personnes à une fonction de dirigeant, représenter en soi une forme de réussite. Mais ça serait de le confronter effectivement avec la vision de la réussite par des dirigeants peut-être avec un profil plus classique, c'est ça? Oui, en fait, on dit réussite parce que c'était le postulat de départ, c'était un poste de dirigeant, que ce soit dans une fonction support ou de direction générale. Mais cette réussite-là, et vous l'avez montré, elle est un peu liée à du multifactoriel, mais c'est parce que le point d'arrivée est cette réussite-là qu'on analyse le parcours qui a amené. Mais il y a d'autres réussites. Et donc, c'est intéressant de trouver ce qui a motivé ces dirigeants à valoriser ces parcours-là, pour aussi étudier quelque chose qu'on n'a pas trop entendu, c'est les autres parcours de réussite. Parce que le point de départ, c'est qu'on définit une excellence qui est censée être universaliste. C'est ces parcours d'excellence dont vous parliez, je ne sais pas où est passé la personne. Il est parti. Les parcours d'excellence, les écoles de commerce, etc. Mais c'est déjà un modèle de réussite qui est excluant, en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir depuis l'angle de ceux qui excluent sans le vouloir, hein, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est très conscientisé. Qu'est-ce qu'ils voient dans ces parcours-là? Voilà. Je ne sais pas si je peux commenter, enfin si j'ai bien compris, je pense que votre interrogation, c'est le fait d'avoir un parcours atypique et que du coup, ce n'est pas un profil type de dirigeant. Quelle serait la vision de la réussite d'une personne justement qui a vécu des choses qui sont différentes d'un parcours de dirigeant classique, c'est ça? En fait, pardon, je suis dirigeant. J'ai dans mon équipe quelqu'un qui a participé à votre étude ou quelqu'un qui est issu d'un parcours similaire et qui a un poste de direction. Qu'est-ce qui a retenu mon attention et qu'est-ce qui m'a permis en fait de voir dans cette personne la compétence pour qu'est-ce qui coche comme case en fait. Parce que ces cases-là et la perception, l'angle de vue qu'il va avoir
sur ce parcours-là, c'est intéressant de voir s'il voit un parcours différent ou si tout simplement la personne a coché les cases qui sont les mêmes que celles d'autres parcours plus classiques, on va dire. Entendu, merci. Je ne sais pas Bon. si on a le temps pour une dernière question ou si c'est trop tard. Bon, je crois que c'est non. trop tard, tant pis. On pourra, si vous voulez, maintenant, on va passer à une courte pause de 15 minutes et on pourra continuer les échanges durant la pause. Merci beaucoup pour votre attention, vos questions et vos échanges. Et On ne peut pas prendre une minute sur la pause pour la question. comment? Je grignote quelques minutes sur la pause, possible ou pas? Pour poser Bon, la question, Loïc. Oui, Mariam, comme c'est ta présentation, après, ça sera sur ta présentation. Vas-y. Ok. Une dernière question? Alors en plus, là où je vais être embêtante, c'est que j'en ai deux, des questions. Tant qu'il y a à faire. La première, c'était sur le rôle des faits. En fait, je me demandais si vous aviez distingué ou creusé la notion de est-ce que les faits dans le parcours de ces dirigeants sont plutôt présentés comme des rôles modèles, c'est-à-dire des gens qui ont permis à ces dirigeants en devenir de se projeter et de se dire que c'était possible, ou est-ce que c'était plutôt des sortes d'accompagnants, de facilitateurs qui leur ont ouvert un certain nombre de portes et qui leur ont montré que c'était possible. Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, j'ai vu que vous aviez pris des dirigeants d'ETI. Je me disais que peut-être dans une perspective d'élargir, si jamais vous souhaitiez élargir l'étude pour éviter en fait les effets redondances, je pense que les profils de dirigeants des très grosses entreprises sont vraiment différents des profils des dirigeants d'ETI, notamment parce que la dimension politique, reproduction sociale, biais dans la détection des potentiels est quand même beaucoup plus forte dans une très grosse entreprise que dans une ETI où finalement les réalisations, la performance se voient plus rapidement et quelqu'un qui excelle dans son travail en fait arrivera plus facilement à devenir dirigeant d'une ETI que d'une très grande entreprise. Ok, merci. Juste deux éléments éléments de réponse très rapides à ces deux questions et merci beaucoup. Sur les faits, ce n'étaient pas des rôles modèles, c'était des accompagnants de nature diverse, mais qui sont intervenus, qui sont apparus, pour reprendre le terme de fait, à un moment dans la vie de ces personnes. Et les entretiens dans les ETI, alors c'est vrai que ETI, on va jusqu'à 5000 salariés de mémoire, en termes d'effet de seuil. Donc il y avait quelques personnes qui sont aujourd'hui dirigeants dans quand même des très très grandes entreprises. Après, la difficulté, c'est que déjà les dirigeants sur ces questions-là sont un peu réticents à communiquer. Et dès qu'on va dans des très grandes entreprises, il y a aussi les règles de communication de l'entreprise qui s'appliquent et qui limitent la possibilité des dirigeants de témoigner sur ces questions-là, ou alors c'est très très encadré et du coup ça dénature un petit peu le propos. Mais en tous les cas, si on devait mener davantage d'entretiens, l'idée ça serait aussi de diversifier l'échantillon comme vous le suggérez, c'est effectivement une bonne piste.